Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, Top Pot célèbre un grand événement. Eh oui, vous écoutez le 100e épisode de Top Pot. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour célébrer la production de ces 100 épisodes? La première chose qui m'est venue à l'esprit? Eh oui, j'ai écrit au président de la SQDC, M. Jacques Farcy, pour lui demander une entrevue. C'est une bonne idée, non? Eh bien, M. Farcy m'a répondu très rapidement, et je le remercie. Il m'a proposé de discuter plus tard cette année. C'est ce que l'on va faire. On va se reparler plus tard cette année. Merci beaucoup. Mais on fait quoi alors pour ce 100e épisode de Top Pot? Eh bien, on va faire deux choses. Je vais vous présenter deux nouveaux collaborateurs de Top Pot. Premier invité, un homme. Si vous êtes dans l'industrie du cannabis, vous connaissez obligatoirement mon invité d'aujourd'hui. Ou vous connaissez son service. Un service remarquable pour les professionnels de l'industrie qui veulent comprendre les états d'âme du marché. Ben oui, aujourd'hui, je discute d'abord avec Alexandre Voyer, le cerveau derrière Weed Crawler, le service qui permet de presque tout savoir sur les ventes des produits de cannabis à la SQDC. Mais avant de se lancer dans cette discussion avec Alexandre, permettez-moi de vous présenter la deuxième collaboratrice aujourd'hui de Top Pot. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous la connaissez déjà. Juste une seconde. Hey MJ! Est-ce que je peux avoir mon habituel? Bien sûr, Luc. Un double espresso avec triple dose de CBD et un verre d'eau. Ça s'en vient? Eh oui, c'est MJ qui a généreusement accepté de nous parler des produits légaux qu'elle a testés récemment. Marie-Jeanne, notre MJ, a une connaissance très pointue du marché du cannabis. Si Alexandre, lui, se spécialise dans la cueillette et l'interprétation des données brutes, MJ, elle, connaît les produits qu'elle explore en se servant d'abord de son nez et de tous ses autres sens. Oui, pour faire du sens des produits de cannabis, nos 5 sens sont sollicités et sont au cœur de l'exploration et MJ excelle dans ce domaine, surtout parce qu'en plus, elle a un 6e sens, le sens de l'humour. Alors, MJ, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, Luc, j'ai goûté au Cherry Mint biologique du producteur de Green Organic Dutchman. J'ai bien hâte de t'en parler. On se parle après mon entrevue avec Alexandre. Parfait. À toute, Luc! J'espère que le programme du 100e épisode de Top Pot vous plaît. Alors, on commence immédiatement avec Alexandre Voyer. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de ta trajectoire de carrière pour te retrouver à la tête de Weed Crawler? Oui, en fait, je pense que c'est beaucoup poussé par la curiosité. Mon background, là, si on revient à ma carrière en général, même au secondaire, je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire. C'est dans le domaine de l'informatique. Je suis quelqu'un qui est passionné par ces technologies-là. C'est un peu souvent, les gens voient ça comme une boîte noire. C'est un peu difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe et comment les liens se font. Dans mon cas, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà à l'adolescence, là. Donc, je me plaisais à faire des robots sur MIRC ou des trucs, vraiment des affaires un peu flyées. Puis, à travers le temps, dans le fond, j'ai fait mon bac en informatique. J'ai fait ma technique en informatique au cégep. Donc, après ça, j'ai eu un peu un parcours atypique dans le sens que j'ai été dans le domaine du public pendant 10 ans en tant qu'informaticien, de base de données, applications web, des trucs comme ça. Puis, un peu avant la pandémie, je pense que j'aimerais tenter le terrain du côté du privé, voir un peu où sont les trucs, de quoi ça a l'air un peu là, de ce niveau-là. Puis c'est là que j'ai été approché par une recruteuse sur LinkedIn dans le domaine du privé, puis dans le domaine des télécommunications. Donc, un peu quand on passe à Zoom là, pour les conférences, des trucs comme ça, c'était une compagnie qui s'appelait Fuse qui faisait dans ce domaine-là, surtout pour les compagnies, fait que de compagnie à compagnie, avoir des appels téléphoniques, trucs comme ça.
Puis, peu après, dans le fond, 1 an après, je me suis retrouvé dans mon poste actuel qui est chez Disney, donc Disney Streaming, donc Disney Plus, là, quand on passe à Disney Plus, un gestionnaire de base de données là-bas. Puis, ben vraiment, l'étape d'ensuite avec Weedcrawler, c'était vraiment un de mes multiples petits projets que j'avais de côté pour un peu. Je te dirais que ma copine trouve ça un peu comique parce que je fais ça de mes journées, mais même le soir, j'aime me plaire à avoir des petits projets de côté dans ce domaine-là toujours. Donc, c'était un des trucs qui me passionnait dans le sens de découvrir c'est quoi, tu sais, d'offrir aux consommateurs des choses que la SQDC était peut-être pas prête à offrir. Pour être très transparent, là, au début, la chose que je faisais, c'est que j'étais curieux d'avoir les nouveaux produits. La SQDC n'était pas en position de communiquer facilement c'est quoi les nouveaux produits. Les LP le font maintenant, mais quand on recule d'il y a 2 ans, au début, il y avait un peu de gêne, tu sais, il y a la loi de la promotion du cannabis, comment que tout ça marche. Puis s'il y avait pas, c'était difficile pour un consommateur de savoir les nouveaux produits. Donc, vraiment, là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit robot qui allait sur le site, qui ramassait les produits, puis qui m'envoyait un message texte quand il y avait des nouveaux produits. Fait qu'il n'y avait même pas de visuel encore en ligne. Puis après, en parlant avec des amis, on dit « Hey, nous aussi, on aimerait ça avoir des informations comme ça. » Puis il y a eu un petit robot sur Twitter que j'ai mis, qui s'appelle Mise à jour SQDC, qui dit les nouveaux produits qui arrivent, quand les produits sont disponibles à l'achat en ligne, trucs comme ça. À la base, c'était vraiment pour moi. C'était moi qui voulais, OK, je voulais acheter, je vais aller voir. Puis quand on avance à travers le temps, c'est beaucoup avec le feedback de la communauté qui m'a aidé à un peu aligner mes choses. Quand on pense, surtout quand il y a eu beaucoup de succursales qui se sont ouvertes, puis quand il y a eu... quand c'était difficile, surtout pour les Montréalais, j'avais remarqué que à Montréal, puisqu'il y avait plusieurs succursales, des fois, c'est pas les mêmes choses qui sont dans la succursale X puis la succursale Y. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Hey, Alex, ça serait cool d'avoir une page ma succursale qui était venue plus tard chez la SQDC, mais que moi, j'ai fait un peu à l'avance, qui me donne une vue d'ensemble sur qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les produits qu'il y a disponibles dans telle et telle succursale pour voir un peu ce qu'il y en est. » Fait que c'était vraiment... Le but n'était pas de faire une compagnie avec ça, n'était pas de faire de l'argent, c'était la communauté qui m'a botté le derrière, qui a dit « Alex, ça serait cool de faire ça. » Puis j'ai dit « C'est vrai, ça serait le fun de faire ça, je vais le faire. » Un petit défi personnel, dans le fond, là, qui est arrivé à travers ça. Toutes les données recueillies par Weedcrawler proviennent du site de la SQDC. La société d'État a un mandat clair, hein? On s'en souvient. Elle ne peut faire la promotion du cannabis. Dans ce contexte, quelle est la nature de la relation entre Alexandre Voyer, Weedcrawler et la SQDC? C'est une très bonne question. Dans le fond, la SQDC m'a même approché. Si on regarde, là, la SQDC suit mon compte Twitter. C'est un des followers du compte Twitter. Puis, ils ont beaucoup aimé l'idée parce que je suis pas un producteur de cannabis. J'ai pas aucun... Mon but n'est pas de promouvoir un producteur en particulier. C'était plus pour le consommateur. J'ai aucune publicité sur mon site. Ça a été vraiment comme ça. Puis eux, je pense que ça leur... Je vais pas leur mettre des mots dans la bouche, mais je pense que ça leur facilitait la tâche de promouvoir certains produits qui, eux, peuvent pas le faire à cause de la loi de promotion du cannabis, mais que moi, en tant que consommateur, je me retrouvais à faire à leur place. Donc, ils ont pris communication avec moi. Ils m'ont félicité pour le projet. Je pense que le bout où c'est devenu un petit peu plus neutre comme relation, c'est qu'il avait fait des publications sur Twitter et sur Facebook qui parlaient de mon robot au début. Mais j'ai l'impression que peut-être le public, il y a certains membres du public qui ont dit comme « Hey, je pense que de t'associer avec, tu sais, ou de promouvoir cette plateforme-là, ça pourrait te faire taper sur les doigts à cause de la loi de promotion du cannabis. » Donc, tout ça pour dire qu'ils savent que j'existe. Ma relation en ce moment est assez neutre avec eux dans le sens que les deux, on sait ce qu'on fait. Je pense pas qu'ils vont m'arrêter de faire qu'est-ce que je fais, mais je pense pas non plus qu'ils peuvent promouvoir qu'est-ce que je fais non. Donc, ça devient un peu neutre, mais j'ai l'impression... Tu sais, j'ai eu vent de certains... un fait un peu divers, là. Mais avant ma succursale, en fait, j'ai même eu des vendeurs de la SQDC qui m'envoyaient des messages qui disaient « On utilise ton application, ton portail pour aller voir, au lieu d'aller dans le backstore, voir si j'en ai en stock, je regarde vite fait, puis je suis capable de le dire « OK, oui, je vais aller t'en chercher » ou « Non, j'en ai plus du tout. » Donc, tu sais, je pense qu'il y avait une certaine utilité là, de ce niveau-là qui a aidé aussi. Je suis Alexandre sur les réseaux sociaux et dans toutes ces communications depuis aussi longtemps qu'il existe, je crois. Alexandre fait attention de ne jamais prendre parti. À l'occasion, il s'exprime, hein, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, mais comme un simple consommateur.
Sa plateforme est neutre, agnostique. Je lui faisais remarquer que le cannabis a toujours été un produit qui se partage avec des inconnus. Avant la COVID, on passait son joint à un inconnu dans une soirée, par exemple, pour le reprendre aussitôt. Ce genre de geste n'existe pas dans l'alcool. Ça prend trop d'intimité. Qu'en est-il d'une façon plus large dans notre industrie? La beauté que j'ai eue, autant des producteurs que de la SQDC ou des gens qui sont entourés de la SQDC, c'est très transparent comme domaine. Pour être honnête, pour avoir été dans plusieurs autres domaines, il y a des gens, on dirait que c'est leur bébé, ils veulent pas en parler, il y a des secrets, comment que ça fonctionne. Moi, ce que j'ai eu comme expérience avec les producteurs qui utilisent mon système ou avec les discussions que j'ai eues, c'est que les gens sont très à l'aise à dire les lacunes qu'ils ont ou les trucs qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui manque, des trucs comme ça. Puis si ça peut servir à d'autres producteurs, tant mieux. Comme on dirait, c'est un peu ce genre de relation-là que j'ai avec l'ensemble des producteurs que je parle. Puis c'est super intéressant pour quelqu'un de curieux comme moi, là. Quand tu connais les clients d'une entreprise, c'est beaucoup plus facile de comprendre la nature d'un service. Alors, quel est le profil de la clientèle de Weedcrawler? Oui, je te dirais qu'il y a comme deux profils particuliers. Tu as le producteur qui est déjà établi, qui est en croissance, qui est un peu curieux de savoir comment que les compétiteurs fonctionnent. Parce que quelque chose à savoir avec la SQDC, c'est que la SQDC va donner certains chiffres par rapport à tes propres produits. Ou des trucs que tu peux essayer de déduire parce que tu vas avoir les commandes qui sont passées ou des trucs comme ça, tu es capable de voir un peu c'est quoi la logique, mais ils ne donneront aucun chiffre par rapport aux compétiteurs. Fait que c'est un peu comme une boîte totalement noire, scellée. Je pense que, en fait, je suis un peu curieux à savoir, ça a toujours été une curiosité pour moi de savoir pourquoi que ça avait été tranché comme ça, mais c'est une décision qui a été prise comme ça, donc bon. Donc souvent, ce qui arrive pour des producteurs, autant les gros que les petits qui sont déjà avec la SQDC, c'est un peu ce manque de visibilité sur le reste de l'industrie. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait des fleurs séchées, qui se dit, est-ce que le hashish vaut la peine de produire? C'est quoi le volume des ventes de hashish? J'en ai aucune idée, j'en produis pas. Donc, souvent, c'est un peu cette manière-là. C'est quoi est-ce que l'huile, est-ce que, tu sais, des produits dérivés, c'est quoi l'engouement par rapport à ça? Puis aussi savoir l'engouement avec les nouveaux produits qui sortent. Donc, des produits des nouveaux producteurs qui sortent, OK, est-ce que ça se vend? Est-ce que ça tombe des tablettes? Est-ce que ça reste sur les tablettes? Je te dirais que c'était une réponse qui est assez difficile à savoir sans utiliser ma plateforme. Puis l'autre joueur que j'ai souvent, c'est des microproducteurs ou des producteurs qui ne sont pas encore au Québec, qui se demandent, OK, le Québec, c'est quoi, là? C'est un peu comme une bête noire, hein, parce que surtout pour les gens d'ailleurs au Canada, le Québec, oui, si on regarde les chiffres de Stats Canada, on peut voir qu'il y a des bonnes ventes. On compare avec l'Ontario, mais l'Ontario a beaucoup plus de magasins, donc les ventes sont nécessairement plus hautes. Mais le Québec est quand même un assez gros joueur sur la scène nationale. Mais ça fait peur aux autres producteurs hors Québec parce qu'ils se disent, mais on n'a aucun chiffre, donc comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Des trucs comme ça. Fait que souvent, c'est soit ce profil-là qui vont venir me voir pour dire, Alex, est-ce que tu peux répondre à ce genre de questions-là avec les rapports, les chiffres que tu amènes? Ou un nouveau producteur, comme les microproducteurs, ils vont dire, OK, j'ai un produit équivalent, je ne sais pas à quel prix le mettre. Parce que je sais pas moi, je suis capable de fournir tant de kilos par semaine. J'essaie de trouver des produits qui sont équivalents aux miens, avec le même look, le même range de THC, CBD. C'est à quel prix je devrais le mettre. Puis je pense que c'est un exercice qui est assez important de faire parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais à la SQDC, quand tu mets un produit à un prix X, si tu décides de le descendre de prix après, la cote que la SQDC garde reste la même. Donc, ça vient gruger tes profits assez rapidement. Donc, si tu fais l'erreur de mal positionner ton produit, ça peut te faire mal, surtout quand tu es un microproducteur. Ça peut te faire mal assez vite, très fort. Donc, c'est souvent un exercice que je suggère là, quand on est dans les discussions préliminaires là, avec ce type de clientèle. C'est des trucs comme ça que je vais montrer, OK, voici comment que les rapports peuvent répondre à ce genre de questionnement-là et peut t'amener d'avoir la bonne réflexion là, par rapport à ça. J'ai vu les rapports que produit Weedcrawler. Ils sont complets, mais j'imagine qu'on peut être intimidé par des tonnes de chiffres. J'ai donc voulu savoir si Alexandre louait aussi son cerveau comme un service distinct. Je te dirais que en gros, je m'appelle pas la vérité absolue. Là. C'est une chose que je mets au clair dès que je leur parle parce que je trouve que ça a été souvent... Il y a beaucoup de consultants dans le domaine du cannabis qui se voient comme « Ah, j'ai la réponse, je peux vous aligner comme si j'étais le dieu du cannabis. »
Puis pour moi, je trouve que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup frustré parce que souvent, ces gens-là, n'ont pas de chiffres, puis deux, ça peut un peu aligner sur la mauvaise tangente. Fait que, dans le fond, moi, la façon que je préconise avec mes clients que j'ai en ce moment, c'est que je leur charge pas des frais de consultant, mais s'ils ont des questions par rapport général, un peu plus ouvertes, ils peuvent toujours me booker une séance de 30 minutes dans mon horaire. Puis ça va me faire plaisir de répondre à ces genres de questionnements-là. Je te dirais qu'en ce moment, habituellement, par expérience, ça se passe beaucoup au début. Quand ils sont pas encore, ils n'utilisent pas encore les rapports, ça va se passer dans les 2 premières semaines. Là, ils vont me dire, OK, on a des questions. Tu sais, quelle tendance que tu as remarqué? Qu'est-ce qui se passe avec ces produits-là? Puis c'est là que je vais répondre à ces questions-là. Puis souvent, après, ils sont assez alignés pour aller de leur propre zèle. Yeah. Dans la centaine d'épisodes que j'ai produits, j'ai eu la chance de rencontrer 2 ou 3 spécialistes de l'industrie du cannabis dont le métier est de traiter les données. Ça ne veut pas dire que je les ai interviewés, ça veut dire que j'ai eu la chance de les rencontrer. Ce sont des gens qui arrivent soit du milieu de la vente ou de l'actuariat, ou parfois de nulle part. Je les appelle les capitaines crunch du cannabis. Ce sont des analystes, des crunchers de chiffres. Et parfois, quand ils ont de l'énergie et du temps, ce sont des artistes qui peuvent faire parler les données. Les plus brillants d'entre eux sont capables de trouver des vrais narratifs sans se raconter d'histoires. Quand on parle des... C'est sûr qu'on élimine les micros, comme tu as dit, il n'y a pas assez d'employés. Mais quand on parle des moyens à grandes... ils ont des équipes d'analystes, en fait, qui, avec mes rapports, ils vont les ingérer dans leur propre plateforme à l'interne. Puis souvent, ils vont commencer à faire des dashboards ou des graphiques pour voir les tendances, qu'est-ce qui se passe. Puis avec ça, dans le fond, moi ça me plaît pour 2 raisons. Là. La première étant je pense qu'ils donnent assez de valeur à mes données pour les intégrer à leur truc à l'interne, fait qu'ils voient le bénéfice. Puis la deuxième, ça peut des fois me donner des petits cues sur s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec mes données, ils vont faire comme « OK, je pense qu'Alex, il y a quelque chose d'un peu... » Comme un bon exemple récemment, là, c'est le ramassage en magasin. Il y a eu un petit peu de variation sur l'inventaire à cause qu'il y a une certaine logique qui a été appliquée pour réserver des unités. Puis moi, ça venait comme un peu biaiser mes chiffres pendant quelques jours. Puis ces producteurs-là, ça a été dans les premiers qui ont fait comme Alex, on a vu une tendance qui est comme anormale. Est-ce que tu peux fouiller un peu pour voir qu'est-ce qui se passe? Puis ça me permet d'avoir assez de pistes pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu sais, comme on a dit au début, j'ai pas une relation d'établie avec la SQDC, puis c'est certain que je pense pas que c'est dans leur intérêt de me dire tous ces secrets-là. Mais les producteurs étant aussi curieux que moi, des fois ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe là? Puis pour te donner un exemple, moi, une des choses que je vais leur aider un peu avec la réflexion, c'est que ce concept-là, par exemple, de garder 6 unités de côté pour le ramassage en ligne, OK, c'est bien, comme le concept de base, parce que tu veux pas que ta personne qui a commandé en ligne pour ramasser en magasin, il ait plus l'unité quand il est prêt à la ramasser. Sauf que pour les micros qui ont peu de stock en inventaire, si tu viens toutes les mettre de côté, ben la personne qui vient en magasin pour en acheter, qui n'en a pas ramassé en ligne, soudainement ton produit est plus disponible pour lui. Puis ça a été des discussions comme ça que j'ai avec les producteurs pour dire, écoute là, je pense que moi si j'étais dans vos souliers, je dirais à la SQDC, oui c'est un bon concept, mais peut-être réduire, le mettre à 3 unités ou à 2 unités pour t'assurer que tout est correct, pour pas faire mal aux petits, peut-être juste les gros en faisant ça. Tu sais, comme il y a une certaine perspective que je peux amener un peu différente, là. Ouais. Alexandre consomme, je l'ai dit, des produits de la SQDC. Côtoie les producteurs autorisés, il connaît les rouages intérieurs du monopole d'État. Il est donc dans une position exceptionnelle pour éclairer cette boîte noire qui ressemble à un cartel sans en être un. Les consommateurs ou les gens qui sont pas dans le milieu, des fois, c'est difficile à saisir la complexité de tout avoir bâti cette structure-là. Puis, tu sais, c'est facile de se comparer aux autres provinces qui n'ont pas ce modèle-là de monopole où ils disent, ben, regarde, ça se va super bien, comme l'OCS, il lance 200 produits d'un coup. Blah. Quand tu es un monopole, on a décidé de faire ça au Québec, c'est un choix qui a été fait, donc je pense qu'il y a des beaux et des mauvais côtés. Mais il y a une certaine complexité à facilement voter sur la façon de faire. Puis c'est des choses, des fois, que... Je pense que, tu sais, je l'ai dit, comme là, hier, on a eu le premier produit comestible qui est sorti. Les gens ont trouvé que ça a pris du temps avant que ça arrive. Mais je pense que des fois, c'est facile d'être dur, mais on devrait aussi, des fois, lever notre chapeau à ces gens-là, comme je regarde Soleil, qui passe, je pense, si je ne me trompe pas, à travers Rose Science Vie,
qui ont dû faire un certain lobbying pour dire « Hey, ça serait le fun d'avoir des produits comestibles », puis que la SQDC a dit « OK, on va réaligner nos choses ». Puis on en est arrivé là. Oui, c'est pas idéal. Oui, il y a des choses à améliorer, mais il y a des choses qui sont quand même bien faites et réussites, selon moi. OK, disons que je suis dans l'industrie du cannabis. Quelles sont les questions que je devrais me poser pour savoir si je devrais m'offrir les services de Weedcrawler? La première question, c'est est-ce que j'ai vraiment tous les outils pour faire une décision appropriée, approfondie sur qu'est-ce qui se passe à niveau du prix, à niveau de comparer. Je pense que il y a certaines choses qui se répondent d'elles-mêmes. Je pense que Weedcrawler ne sera pas une réponse à tout, là, ça c'est évident. Quelqu'un qui est assez bon au niveau du cannabis pour savoir, surtout du côté du marché noir, avoir une bonne compréhension de c'est quoi la qualité d'une cocotte, c'est quoi la qualité d'un produit, c'est quoi comment amener une constance de produit. Il n'y a rien qui va battre ça en termes de profitabilité. Là. Mais à un moment donné, c'est plus de voir, est-ce que pour moi d'avoir une globale sur le marché, sur les produits, sur les catégories, les nouvelles catégories. Est-ce que je suis curieux de ça? Est-ce qu'à un moment donné, je veux m'enligner dans le hashish? Est-ce que je veux m'enligner dans certaines catégories? C'est quoi la valeur pour moi? Je pense qu'avec Weedcrawler, ça peut t'amener une certaine analyse. Oui, de base, parce que je fournis pas, je suis pas, comme tu as dit plus tôt, je suis pas un consultant qui va t'accompagner de A à Z avec tout, mais qui peut te fournir une analyse de base avec des réponses claires sur, OK, voici mes compétiteurs, j'ai une bonne idée de c'est qui mes compétiteurs. Si je suis une micro, c'est tel autre micro. Mes compétiteurs, c'est pas les grosses Exo et Canopy Growth de ce monde. C'est qui mes compétiteurs, combien ils chargent, c'est quoi leur volume de vente. Parce que souvent, une des choses que j'ai remarqué, malheureusement, c'est ce qu'ils se sont fait dire au début de la légalisation, c'est un peu vends n'importe quoi, ça va être facile à vendre, il n'y a pas de problème. C'est quasiment. Les gens vont te l'acheter de toute façon. Puis on se rend assez compte facilement que si ta constance n'est pas là puis que ton prix n'est pas bon, malheureusement pour les micros, autant leur produit peut être bon, s'il n'est pas bien casé, ça se peut que leur volume soit très bas à la SQDC. Puis c'est malheureux, mais ce n'est pas dit. On dirait que c'est comme la facette cachée du cannabis, que des fois c'est pas beau puis ça fonctionne pas. Puis en ayant les chiffres, c'est une déduction assez facile que tu peux voir la neutralité de la chose. Je prends pas parti pour rien. Tu vois un peu qu'est-ce qui se passe, puis tu te dis, OK, oui, c'est vrai que si on donne tel produit dans tel range de THC, ça se peut qu'on ne vende pas tant que ça. Tandis qu'on est mieux de retravailler, de refaire une certaine fiction. C'est un peu là que ça vient répondre à tous ces questionnements-là, autant pour ceux qui ne sont pas établis que ceux qui le sont. Et la grosse question maintenant, ça vaut combien les services d'Alexandre? Question. Puis c'est assez bien, s'il voudrait avoir plus d'infos sur weedcrawler.ca, j'ai toutes les infos pour les prix. On parle d'à peu près 500$ par mois pour avoir un nombre illimité d'usagers. Donc si tu es une petite compagnie qui a seulement 2 personnes qui seraient intéressées, tu vas avoir 2 comptes, mais si tu es une plus grosse compagnie, tu peux avoir plus de comptes. Tu as vraiment accès à toutes les catégories, tous les magasins, tous les produits. Donc il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Puis c'est un engagement d'1 an pour le 500$ par mois. Si quelqu'un voudrait juste essayer pour 1 mois, habituellement c'est 650$. Tu l'essayes 1 mois, tu peux avoir tous les rapports que tu veux. Tu décides si tu veux aller de l'avant ou pas. Puis c'est ça. Puis moi, dans le fond, le message que je dis, surtout pour les microproducteurs, là, parce que je suis assez réaliste dans le fait que des fois, ça peut être un peu cher pour quelqu'un qui veut s'embarquer. Moi, mon but, c'est de les accompagner là-dedans. Fait qu'il y a toujours moyen de moyenner. Là. C'est un peu comme ça que je vais. Puis, à mesure qu'ils grossissent, je m'attends à ce qu'ils vont optimalement payer le 500$ par mois à travers le temps. L'industrie du cannabis n'est pas qu'une affaire québécoise, c'est évident. Il y a 4 modèles distincts au Canada, avec des variations privées publiques pour la vente en boutique et la vente en ligne. Comment Weedcrawler et Alexandre accompagnent leurs clients dans le rock, le reste du Canada? Pour l'instant, j'ai 100% de visibilité au Québec, donc tous les magasins incluant en ligne, la distribution en ligne. Pour le reste du Canada, c'était un nouveau projet que j'ai parti en septembre l'an passé, qui s'appelle Best Bang for Your Bud, qui était vraiment distinct du Québec pour 2 raisons. La première étant la complexité des données au Canada, comparativement au Québec. Au Québec, on est assez chanceux, c'est le gouvernement qui gère toutes les données. Donc, tout est très harmonieux, très, très bien aligné. Au reste du Canada, puisque c'est des gens dans le privé, toi et moi, on pourrait s'ouvrir un magasin demain matin, ils nomment pas nécessairement les produits de la bonne façon. Il y a certaines erreurs de frappe qui s'insèrent, des trucs un peu bizarres qui peuvent arriver. Donc, il y a beaucoup de travail de mon côté d'harmoniser les données pour que ça soit facilement ingérable ou facilement visualisable.
La deuxième raison, c'est la loi de la promotion du cannabis. Donc, puisqu'il y a des types de produits au reste du Canada qu'on n'a pas au Québec, je pense aux vape, je pense aux rosin, les concentrés, des trucs comme ça, j'ai décidé de les garder à part, par simplicité, juste de dire le Québec, c'est le Québec, puis le reste du Canada, c'est le reste du Canada. Un jour, les deux seront peut-être ensemble, mais pour l'instant, je les ai gardés séparés. À ce jour-ci, si on parle des données, j'ai de la visibilité sur qu'est-ce qui est en stock, qu'est-ce qui ne l'est pas dans chacun des magasins au reste du Canada. L'inventaire, c'est toujours plus compliqué parce que c'est des données qui sont privées. Des fois, ils ne le montrent pas, combien d'unités qu'il y a en inventaire. Il y a une certaine approximation qui peut être faite, mais c'est jamais aussi précis que les vraies données. Donc, pour l'instant, les services que j'offre au reste du Canada, c'est plus la disponibilité des produits. Où tes produits se retrouvent-ils? À quel prix sont-ils vendus? Puis s'ils étaient là, mais ils ne sont plus là, c'est quand la dernière date que je les ai vus dans ces magasins-là. Donc, ça devient un peu répondre au questionnement que les représentants qui sont sur le terrain auraient, et non pas des grosses données. Le but étant, évidemment, d'avoir des données d'inventaire un jour pour faire toutes ces séquences de rapports-là. Dès qu'on évoque le rock, on pense immédiatement à tout ce qui nous unit et nous sépare des autres provinces canadiennes. Donc, la grande question marketing, c'est en quoi et comment la consommation des Québécoises et des Québécois est-elle différente? Allez, Alexandre, dis-nous tout. Oui, donc dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué au Québec, j'aurais de la difficulté. Oui, c'est certain que nos balises sont plus encadrées, là, il y a plus de limitations, mais la fleur est toujours le roi, là. Je pense qu'au Québec, on est peut-être de la vieille école, mais je pense qu'au reste du Canada, la fleur est toujours le roi aussi, mais au Québec, un peu plus. J'explique pourquoi, juste parce que c'est une des... Si je regarde le volume des ventes, là, c'est une qui a toujours été là, vraiment à l'écart des autres catégories et de loin. Là. On parle à peu près là, de 20 fois plus de ventes là, facilement pour les fleurs que pour des pré-roulés ou du hashish, par exemple. Selon moi, je pense qu'il y a toujours... Les gens aiment travailler la fleur, au pire qu'ils la transforment eux-mêmes. Après, il y a une certaine... Mais le fait d'avoir la fleur puis de la rouler toi-même, je pense que ça devient de la vieille école et c'était comme ça que c'est. Ce que j'ai remarqué au reste du Canada, c'est certain qu'avec les vapes ou les boissons qui sont un petit peu plus en THC, il y a quelques... Tu sais, la rosin, la resin qu'on voit beaucoup là, sur les gros concentrés, il y a une certaine popularité, ça la cote jamais la fleur. Ça vient jamais, on est à des années-lumière, mais... Je pense qu'il y a plus de curiosité au reste du Canada à cause de l'éventail de produits qui sont disponibles. Heureusement pour eux. Il y a un peu plus cet engouement-là pour les nouveaux types de produits. Tu sais, on regarde les dérivés, les concentrés. Au Québec, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les hashish, par exemple, au début, c'était pas tant là. C'était pas comme enflammé. Il y avait juste Exo qui avait leur hashish, que c'était le premier. Quand on regarde la ligne du temps, c'est le hashish et les pré-roulés, c'est les deux catégories, je te dirais, qui sont un peu tendance vers la haute. Comparativement, si je regarde l'huile ou les boissons, malheureusement, c'est assez stagnant. Ça reste sensiblement linéaire comme ligne du temps. Pré-roulé, hashish, c'est les deux qui sont en train de monter. Les fleurs, c'est assez... Ça monte, mais beaucoup moins vite que la courbe de pré-roulé de hashish. Puis ça s'explique, selon moi, pour les pré-roulés, il y a eu beaucoup d'offres qui ont été différentes dans les pré-roulés. Il y a eu certains nouveaux micros qui sont rentrés dans le domaine du pré-roulé, qui a eu, je pense, une certaine influence sur le reste de ça. Puis pour le hashish, la beauté, selon moi, ça a été vraiment de prendre avantage du 30%. Oui, on est limité, mais on peut s'approcher du 30% et non pas être dans le 20%, ce qui devient plus comme vraiment du kiff pressé, comme vraiment pas aussi... le fun, je te dirais, pour des gens qui sont habitués à hashish, puis de mêler le CBD au THC pour aller augmenter un peu la constance. C'est que ça a l'air d'un vrai hashish et non pas juste du pressé. Je pense que là, on est allé trouver des belles alternatives qui, oui, se limitent à 30%, mais qui viennent un peu jouer sur cette règle-là pour avoir le meilleur, là, si on veut. Un des gros joueurs, si on regarde historiquement, là, c'est vraiment quand Tremblant est arrivé avec leur hashish. Oui, ils n'ont pas mélangé de CBD vraiment dedans, mais la formule qu'ils ont utilisée pour avoir la texture idéale ou le look qui ressemblait beaucoup plus, et non pas une petite brique carrée comme que tu voyais
tu sais, plus malléable, plus qui donnait le feeling vraiment en avant. Je pense que ça a été un coup, là, comme un bon coup pour cette catégorie-là. Ça l'a comme un peu aidé à dire, OK, oui, c'est pas les 40% qu'on retrouve ailleurs ou même plus dans les autres provinces, mais au moins ça a le look de qu'est-ce que ça devrait avoir. C'était plus représentatif de la catégorie. Le législateur québécois a décidé d'imposer un cadre réglementaire beaucoup plus strict qu'ailleurs au Canada, même dans les provinces qui subissent un monopole d'État similaire à celui en place au Québec. Il suffit de regarder comment le monopole d'État innove au Nouveau-Brunswick, où j'ai une affection particulière, entre autres, pour Tom Deveau, de la ferme Golden Peak. Malgré les restrictions québécoises, Alexandre, en observateur en chef, en quelque sorte, Alexandre croit que nous sommes encore dans une sorte de belle époque qui présente beaucoup d'opportunités pour qui sait bien étudier le marché. Tu sais, on est encore, je pense, à la belle époque, dans le sens qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui peuvent être faites. On dirait que tout n'a pas été fait avec les balises qui sont en place. Il y a beaucoup d'imagination dans le sens que, tu sais, je parle pas nécessairement simplement du produit, mais aussi l'emballage. Je recule de 2 ans, là, les emballages, c'était tous des emballages presque blancs, très pharmaceutiques, très un peu plates, quote-unquote. On reste dans le domaine du récréatif. On n'est pas dans le domaine du médical. Je pense qu'il y a une certaine repositionnement qui a dû être fait. Je regarde des emballages, ça va être encore Canara l'exemple pour ce cas-ci, là, mais la canne de thon versus le sac ou le pot, qui est très basé sur le legacy market. Puis moi, je me dis pourquoi que ça n'a pas été fait avant. On le voyait que c'était tu sais, quelqu'un qui aurait fait ses devoirs puis qui regarde le legacy market. Puis la beauté qu'on a en ce moment, c'est un peu un mal pour un bien, là. Mais avant, c'était ton pusher qui te donnait ta adresse. C'était très caché. On voyait pas comment que ça se passe un peu. Maintenant, c'est tout sur Internet. Comme la présence, c'est malheureux, là. Mais la présence pour quelqu'un qui est légal, tu vas sur l'Internet, tu regardes les sites illégaux, puis tu te dis, c'est quoi les tendances d'emballage? C'est quoi les tendances? Ils mettent des Boveda dedans, ils mettent des Integra dedans, ils mettent quelque... Tu sais, il y a certaines... Je pense que c'est une erreur pour moi de banaliser ça, puis de dire, on regardera pas ça, nous, on va être meilleur que tout le monde, on va s'enligner. Base-toi sur qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui existait avant. Puis selon moi, tu vas avoir beaucoup plus de répercussions avec qu'est-ce que tu amènes sur le marché, là. Exactement. Puis oui, ils ont plus de liberté. Tu sais, ils n'ont pas toutes les balises en place, surtout quand on parle d'emballage, là. C'est certain que Santé Canada, avec les balises qu'il y a en place pour l'emballage, ça restreint. Sauf que il y a des gens qui ont réussi à mettre, tu sais, le pourcentage de terpènes, là, au Québec, ça a été très nouveau, là. On l'avait vu au reste du Canada, même au Legacy. Il était peut-être pas accurate au Legacy, il était pas précis, mais il était là. Okay? Ça donne quand même ça. Puis, tu sais, t'as de l'information comme la date d'emballage, de séchage, tu sais, t'as toutes ces choses-là qui coûtent rien à mettre sur ton emballage, mais qui te différencient de tes compétiteurs. Tu sais, c'est là que tu viens chercher. Puis souvent, quand je parle aux nouveaux LP qui sont prêts, qui veulent sauter là-dedans, ils me disent, mais Alex, on n'a pas des 3% de terpènes. Pas le mettre sur mon emballage. Ne rien mettre, pour moi, coûte plus cher que de mettre quelque chose. Tu viens d'éliminer l'ambiguïté. Puis oui, t'en as peut-être moins que ton compétiteur, mais au moins, t'es là à compétitionner sur quelque chose de similaire. Puis pour moi, c'est très important. Au moment de l'entrevue avec Alexandre, les premiers mangeables dignes de ce nom arrivaient à la SQDC. Un mangeable, je le répète, c'est un produit comestible rebaptisé par Top Pot. J'ai fait remarquer à Alexandre que le premier mangeable disponible à la SQDC était un produit vegan, mais que l'emballage ne mentionnait pas cette caractéristique. Mais j'aurais été curieux aussi de voir, tu sais, pourquoi pas le mettre, comme je serais curieux de voir un segment, un qui le met et un qui le met pas, puis voir comment un produit plus que l'autre. Parce que je pense que le consommateur de nos jours, on est un peu tous curieux. Comme moi, je suis pas vegan, mais ça m'intéresserait peut-être. Tu sais, je serais comme, man, c'est déjà un plus que quelqu'un qui dit juste pas. Puis je pense que ça confirmerait peut-être des doutes parce que souvent, ce qui est mis dans les produits comestibles dans les autres régions du Canada, comme les jujubes ou des trucs comme ça, tu regardes un peu les ingrédients et tu te dis, ouf, c'est un peu, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans. Si c'est vegan, ben ok, oui, je suis pas vegan, mais peut-être que ça m'assure une certaine rigidité et adhérence à des choses, ou tu sais, que tu arrives là-dedans. Selon moi, ça nuit pas, mais je serais curieux. J'ai pas de données pour backer ça, là, mais... ouais.
c'est toujours pour quelqu'un qui a des données en place, là, c'est toujours quelque chose d'extrêmement... la curiosité n'arrête pas. Là. Quand je pense de jour en jour, quand tu vois des choses, tu te dis « Oh, ok, oui, ça serait intéressant comme piste. » Depuis le début de la légalisation en 2018, beaucoup de choses ont changé, évidemment. En bien, en plus. Mais quel problème identifié par Alexandre n'a pas encore été réglé par l'industrie? Il y a beaucoup de choses pour moi que je trouve excitantes avec le domaine, dans le sens, si on a parlé du packaging, on a parlé de comment bien présenter son produit. Il y a des choses comme ça, pour moi, qui sont... on a dit des fois, tu as dit, ils n'ont pas réfléchi à ces choses-là. Mais si je recule d'il y a 2 ans encore, puis je regarde aujourd'hui, la constance des produits. Mais quel truc qui est inné, mais qui n'a pas été là pendant tellement longtemps. Puis que, oui, c'est cool, tu sors 10 produits différents. Mais si les 10 ne sont pas constants, ça ne sert à rien. C'est qu'il y a eu l'approche. Une des choses que j'ai trouvées un peu pas naturelle, dans le fond, c'est que, selon moi, il y a eu beaucoup de producteurs qui ont eu l'approche qui se compare avec les spiritueux. Tu regardes dans le monde des bières à l'épicerie, avoir plusieurs formats de la même bière ou plusieurs trucs, oui, tu prends de la place sur les tablettes. Ok, c'est ça le but, c'est de prendre le plus de place comme ça le consommateur regarde et dit ok, je vais prendre la Coors Light parce que 10 000 formats de Coors Light. T'inondes un peu l'espace. Mais à la SQDC, il n'y a pas de tablette. Oui, tu peux avoir 10 000 SKU différents, mais tu n'occuperas pas plus de place que la petite boîte qui a été assignée avec l'enseigne de la SQDC. Tu n'occuperas pas. Puis si la constance n'est pas là, dans le marché du cannabis, les gens sont beaucoup plus pointilleux avec la constance. Une bière, tu fais ta recette, elle va être faite de la même façon. Ton blond, il est là, etc. Dans le cannabis, tu as la matériel raw. C'est comme avoir des tomates ou des trucs comme ça, mais que tu aurais des goûts différents, des subtilités avec. Si c'est pas constant, ou si ton taux de cannabis n'est pas constant, puis il y a trop une batch va être à 19%, l'autre batch va être à 28%, tu perds ton consommateur, tu confonds ton consommateur, tu amènes des questionnements au consommateur qui ne devraient pas se questionner. Puis pour moi, c'est des choses qu'on a un peu perdues. Là, c'est en train de venir, mais qui aurait dû être là à la base, là, mais c'est un peu une erreur. Et les micro-producteurs québécois, ils en vendent beaucoup de cannabis? Est-ce un segment de marché porteur, cette micro-production? Si je vais juste avec les chiffres, ils représentent à peu près, dépendant de mois à mois, là, c'est entre 5 et 7% du marché total, qui est pas très grand. Sauf que c'est ça qu'on entend beaucoup parler parce qu'ils ont des beaux produits, ils arrivent avec des choses un peu... Ils amènent des différents trucs à la table. Leur volume est pas nécessairement comparable à si on regarde Good Supply de Jean-Guy ou Oh My, Kush Cookie, qui a des volumes extraordinaires. Mais ils sont encore une petite part. Puis je pense que, selon moi, une des choses ils ont été un peu malmenés, là, les micros, par les gros producteurs qui se sont dit hey, on se fait manger l'herbe sous le pied, les micros... Selon moi, c'est 2 catégories ou sous-catégories différentes. C'est un peu comme la bière de microbrasserie et la bière générale. Un devrait pas être apeuré de l'autre, un devrait apprendre de l'autre. Il y a des choses à apprendre d'une de l'autre. Mais, malheureusement, d'une façon très logique, il ne représente pas encore une très grosse part du marché. Et c'est comme ça que je le dirais là, en ce moment. Je te dirais qu'il y a beaucoup plus de curiosité. Comme au début, les ventes, il y a toujours un petit spike de vente avec, évidemment, les nouveaux produits, surtout quand ça vient des nouveaux brands ou des nouvelles marques, donc des nouveaux producteurs. Je te dirais que comme le spike, ce qui est dur à garder, c'est la récurrence. Puis je pense que ce qui a été un défi pour beaucoup de microproducteurs au début, c'est si c'est enflammé puis les gens en veulent, de garder la cadence pour toujours fournir au même volume ton produit reste un challenge ou quelque chose qui est difficile à cerner au début, surtout pour des petits. Une fois que c'est fait, je te dirais, l'autre problème que j'ai vu avec les micros, c'est si tu as une souche qui marche très bien, d'essayer de réserver une de tes petites, vu que tu n'as pas beaucoup déjà d'espace, une de tes salles pour avoir une deuxième souche. Très difficile parce que ton consommateur est déjà habitué à ta souche, comment qu'elle était. Puis si tu manques le bateau avec ta deuxième souche, tu viens de perdre un peu beaucoup déjà de ta superficie, puis de ton profit que tu avais. Fait que ça a été comme, on dirait pour moi, c'est un pivot qui est assez difficile de ce que je semble saisir là, pour les micros. Est-ce que les gros producteurs ont un peu plus de luxe par rapport à ça? Là? Fait, c'est des choses comme ça. Je regarde, puis ça s'est passé même pour les plus gros. Je regarde Oh My avec Kush Cookie. Produit très stable, très excellent. Ils en vendent à des énormes volumes.
Sauf que quand ils ont essayé de sortir le Mac ou les trucs un peu plus différents, ils ont eu beaucoup de misère. Le consommateur, on dirait qu'il s'est pas aligné, ces produits-là. Donc, c'est des essais-erreurs un peu d'arriver. Je suis curieux de voir, tu vois, avec l'O420, leur off-menu. J'ai hâte de voir à travers le temps comment ça va produire. Je vois une tendance que l'attrait est là. Je pense que le consommateur va être toujours là pour les essayer. S'il est au bon prix, je pense que le consommateur est prêt à payer plus pour des micros. Je pense qu'il y a un seuil, là, à un moment donné. Mais de ce que je vois, je te dirais, pas avec les chiffres, mais de ce que je vois avec les réseaux sociaux, l'engouement est là pour les micros. Je pense qu'il est là pour rester. Là, tu as toujours un peu de curiosité avec les nouveaux produits. Mais quelle part du marché je ne serais pas en mesure de pour ce moment-ci. Après l'entrevue, j'ai mentionné à Alexandre ma surprise à l'égard de son chiffre de 6 pour la part de marché détenue par la microproduction au Québec. On s'est rapidement compris et il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une interprétation différente. Alexandre a mis dans le même panier tous les producteurs autorisés québécois qui ne vendent pas directement à la SQDC. L'eau 420, par exemple, passe par un intermédiaire, exactement comme Juste Feu. Mais l'eau 420 a une licence de production standard, alors que Juste Feu a une licence de microproduction octroyée par Santé Canada. Je vais refaire ces calculs dans quelques jours, mais à vue de nez, selon mes propres estimations, les ventes de détenteurs de licences de microproduction à la SQDC seraient en dessous de 1 des ventes totales. On va y revenir. Mais si on regarde le marché québécois dans son ensemble, Alexandre, que peut-on dire de son évolution? Pour moi, je vois une certaine continuité avec les pré-roulés et les hashish. Je pense qu'on manquerait pas le bateau en disant que ça va. Je pense qu'il va y avoir une bonne croissance, là. Surtout avec une diversité. T'sais, on a vu les pré-roulés qui ont un peu de kiff dedans. Il y a comme, je pense qu'il y a encore du jeu là, pour expérimenter là-dedans. Ce que je souhaite pour le Québec, puis un peu pour le reste du Canada, c'est un peu du niveau des boissons. Comme ça, je pense qu'il y a. Les boissons à leur place sont un peu les mal-aimés au Québec parce que évidemment ils sont en très faible pourcentage puis le prix est très cher. Donc je pense pas que c'est correct. Ils ont besoin d'être là, mais je pense pas qu'en ce moment c'est le bon temps. Ils feront pas beaucoup d'argent là, avec ça. Donc je vois de ce côté-là. Sinon, je serais curieux de voir c'est quel genre de concentré qui peut être amené au Québec. On a vu le OS Click à un moment donné qui avait sorti pendant 2 jours avant d'être retiré parce que je pense que ça avait tombé un peu dans la. C'était un peu trop concentré là, au goût de la SQDC. À travers le temps, je pense qu'il y aurait une place pour grossir ce genre de produits-là. Que ça soit des. J'ai vu dans le reste du Canada des trucs qui sont très ciblés pour mettre dans. C'est un peu comme le OS Click, là, que tu as une genre de seringue que tu peux mettre dans tes edibles ou des trucs, faire les propres toi-même. Il y aurait peut-être place. Je sais pas jusqu'à quel point que la SQDC va être ouverte à ça. Mais je pense qu'il y a de l'expérimentation. Donc, si je regarde, grosso modo, pré-roulé, hashish, les boissons, j'ai de l'espoir. Les huiles, je pense que c'est un peu plus médical que récréatif de ce que moi je crois en voir. Moi, j'adore les huiles au CBD, mais je pense qu'on n'est pas un gros mouvement. Mais je pense qu'il y a toujours... j'ai vu dans le reste du Canada le CBN, le CBG sortir. J'ai essayé le CBN. C'est excellent pour quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, des trucs comme ça. Je pense que... Puis avec ça, le CBN, si je me trompe pas, t'as pas besoin de mettre le saut si c'est juste du CBN et pas de CBD. Donc, il y a des façons de s'en sortir sans avoir à payer cette franchise-là là, qui vient avec. L'impression que j'ai depuis que je suis Alexandre et Weedcrawler, c'est que sa plateforme se développe constamment. Je le vois aux commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi dans mes discussions avec les capitaines crunch de l'industrie. Alexandre a réussi un pari très intéressant. Il parle à la fois aux consommateurs, mais également à l'industrie, aux capitaines crunch de ce monde. Alors Alexandre, quels sont tes projets de développement pour Weedcrawler? Donc, pour Weedcrawler, là, ce que je prépare, je vais commencer par les consommateurs, vu que c'est toujours ma priorité. Là. J'aimerais ça implémenter. En ce moment, tu as la liste des succursales que tu peux naviguer une avec l'autre. Idéalement, j'aimerais que tu puisses dire ta position pour que tu vois les succursales les plus près de toi, pour que tu puisses voir. Puis que tu puisses faire ton panier d'épicerie. Donc, tu sélectionnerais plusieurs produits, puis ça dirait quelle succursale autour de toi les a disponibles, tous ces produits-là. Donc là, tu peux être plus en mesure d'avoir une meilleure idée. Pour les producteurs, ce que j'ai en place, c'est vraiment les réseaux sociaux. Garder beaucoup toutes les critiques qui sont faites, un peu d'avoir un amalgame de ça.
Puis aussi d'avoir plus des graphiques, des trucs comme ça. En ce moment, c'est plus des rapports Excel qu'il faut qu'ils fouillent eux-mêmes, qu'ils fassent leur propre déduction, avoir un peu une vue d'ensemble. Pour le reste du Canada, dans le fond, avec Best Bang for Your Bud, tu peux facilement avoir toutes les succursales autour de toi déjà. Donc ça, c'est déjà fait. Il me manque le concept de panier de liste d'épicerie, là, de pouvoir dire je veux tel produit, voir autour de toi. Donc ça, c'est pour le consommateur. Pour le producteur, c'est plus de rapports, là, avoir les inventaires. J'aimerais ça pouvoir te revenir plus tard et dire voici c'est quoi les tendances que je vois avec les magasins. Ça serait ça un peu là, qui s'en vient là, à travers le temps. Et voilà. C'était la première collaboration entre Top Pot et Weed Crawler. Un gros merci à Alexandre Voyer pour son enthousiasme et sa générosité. Si vous avez des questions sur la commercialisation du cannabis, n'hésitez pas à m'écrire pour que je pose vos questions à Alexandre. OK. MJ maintenant. Laissez-moi vérifier si elle peut prendre une pause dès maintenant. Et MJ, est-ce que tu as le temps de nous parler du Cherry Mint de Zigod? Oui, absolument, j'ai le temps. Maintenant, si tu veux. Super. Est-ce que tu peux t'approcher un peu du micro? Fais attention de ne pas le cogner. OK, c'est une première, hein, tout le monde. Prêt, pas prêt, on y va. C'est moi qui présente le produit. Alors, amis du Top Pot, le cannabistro de choix, le produit dont va nous parler MJ cette semaine est le Cherry Mint Bio. Le producteur autorisé est T-God, de Great Organic Dutchman. Il s'agit de fleurs et le numéro du lot est 016992. La date d'emballage est le 23 mars 2022. Il s'agit d'un cannabis d'intérieur qui fait 27 % de THC avec 0,8 % de CBD, avec une production de terpènes de 4,3 %. Petite mise en garde, peut-être, quand MJ m'a confirmé son intérêt pour faire des critiques de produits de cannabis, j'ai contacté du monde pour emprunter une grille d'analyse plutôt que de la créer à partir de zéro. C'était du monde sérieux, du monde en affaires. Eh bien, on n'a pas eu de réponse. Alors, on a décidé de faire notre propre liste de critères, notre liste d'analyse. Et pour chaque critère, on donne des points. Avant que MJ se lance, voici en gros comment on va juger les produits. Évidemment, c'est MJ qui discute, mais je goûte aussi. Hein? Alors, on commence par l'ouverture du pot. Qu'est-ce qui se passe au niveau des odeurs? La puissance, l'intensité, les arômes majeurs, mineurs, autres, l'identification des défauts, les causes possibles, ce genre de choses. Donc, première étape, l'ouverture du pot. Deuxième étape, l'analyse visuelle. On donne 10 points. On parle de typicité, c'est-à-dire la texture, la couleur, l'allure générale, la présence de feuilles, si c'est des fleurs, les autres défauts, qualités, et aussi, évidemment, la manucure. Donc, 10 points pour l'analyse visuelle. Troisième critère, l'humidité. 10 points. C'est un sujet d'intérêt pour tous les consommateurs. On le voit partout sur Internet. Prochaine étape, la consommation. Également sur 10 points. Donc, aujourd'hui, on parle de fleurs et on va parler donc de vaporisation et de joints. Je vous donne un exemple pour les joints. On parle du goût à sec, hein, comparaison avec l'odeur initiale. Le goût et l'arôme en bouche après l'allumage. La rondeur, la douceur de la fumée en bouche et en nez. La stabilité de l'expérience dans la durée. Hein? Qualité de la combustion, la persistance de la saveur. Et finalement, la cendre, hein, couleur, texture, ce genre de choses. Le critère qui comporte le plus de points, c'est l'effet. Mais seulement 35 points. Hein? On est dans une expérience là, qui n'est pas qu'est-ce qui m'assomme le plus, mais on est dans une perspective de critique constructive à la sommelier, quoi. Donc, 35 points pour les effets. Finalement, il reste 2 critères. Un qui est sûrement, je pense, inédit, ou probablement inédit. Une note artistique. Nous donnons une note artistique. On parle de l'équilibre du bouquet dans le palais, le plaisir d'ensemble. Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est non irradié? Est-ce qu'il y a une capacité de vieillissement au produit? Donc, 10 points. Et finalement, dernier item et le plus mécanique, en quelque sorte, la conformité. Est-ce que le poids était conforme à ce que dit l'étiquette? Et est-ce que l'étiquette était sans erreur? Évidemment, cette grille d'analyse mérite d'être critiquée. Juste 35 points pour l'effet. Certains diront « Voyons non, ça n'a pas de sens. » J'en entends déjà dans le café, là. On se tait.
Donc, on va vous écouter hein, et on est prêt à modifier nos critères si vous avez des raisons substantielles. Donc, MJ, commence par l'ouverture du pot. Lorsque j'ouvre le pot, j'ai immédiatement une odeur très, très prononcée, boisée, je dirais, avec un certain sucré. Là, MJ a le nez dans le pot. Je dirais que c'est vraiment une odeur près, pas de la mangue, mais le sucré que donne la mangue. Mais tout en gardant un petite odeur, je dirais, de musqué dedans. Un bois presque humide, mais juste assez pour satisfaire les papilles et donner un petit avant-goût de ce qu'on est sur le point de goûter, là. L'affinage était assez exact, si je pourrais dire. La structure en tant que telle est bien démontrée lorsqu'on sort là-bas du pot en tant que tel. Et honnêtement, la couleur est très, très belle. Ce n'est pas un silence, elle respire. C'est vraiment un verre qui est assez... pas bruni, mais tu vois que justement, c'est pas des engrais, c'est pas rien de chimique qui l'a fait pousser. C'est vraiment une couleur naturelle et représentative d'un vrai cannabis. Par contre, je vois des petits bouts, personnellement, sur ma bode qui ont comme été brûlés. Il y a pas... c'est vraiment noir, mais c'est des petites bouts. Puis je crois que c'est des petits bouts de feuilles qui n'ont pas été capables d'enlever à l'affinage. Donc, côté odeur, par contre, je dois mentionner qu'une fois égrené, il y a vraiment beaucoup d'odeur. La farnesène qu'il y a dedans ainsi que l'ocimène ressortent. C'est vraiment une bouffée d'air d'ocimène, je dirais presque. Il y a vraiment une odeur boisée fruitée qu'on va chercher une fois égrené, par contre. On va ressortir ça ici pour pouvoir donner une meilleure idée. Ouais. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment une belle structure dense et quelque chose de naturel qui a rien de chimique qui a été ajouté. On voit la couleur quasiment, je pense qu'il y a, si je me trompe pas, du CBN et on le voit presque à l'œil nu, je dirais. Il y a quasiment la teinte, pas brunâtre, mais brun-jaune du CBN une fois le THC vieilli. Sinon, vraiment, ouais. C'est ça, on voit vraiment dans le dessous de la bode, une fois qu'on a enlevé un petit bout et qu'on l'a cassé, on voit au milieu toutes les trichomes qui sont juste là à attendre d'être vaporisés. Ils veulent... Ils crient notre nom et ils cherchent vraiment à sortir de là. Ouais. Aussi, je dirais, une fois égrené, ça fait vraiment ressortir le vert, justement, du cannabis, mais le vert pâle. Et vu que c'est recouvert de trichomes, c'est ce qui donne, justement, sa couleur si pâle, car il est juste recouvert partout de trichomes, ce qui donne... Mais les trichomes sont quand même assez laiteux dans l'intérieur, donc ça donne vraiment un effet vert très subtil. Oui. Côté le visuel, honnêtement, si je pourrais y aller sur 10, j'y donnerais pour la manucure, un bon 5, car c'est vraiment très bien effectué. Et côté l'allure générale, si je pourrais mettre ça comme ça,
Sur 5 aussi, je donnerais un 4. Parce que j'aimerais voir plus de pistils ou d'autres couleurs, mais là, les tricônes sont juste trop gros puis ils recouvrent toute la botte. Donc, on peut pas voir le beau vert qu'elle a, de vrai. Pour celui-ci, notre lot qu'on a eu personnellement avec le COA que je me suis fait procurer, ils m'ont inscrit que c'était emballé à 11, si je ne m'abuse, 93% d'humidité. J'ai malheureusement pas d'outils pour la mesurer, mais par contre, il s'égrène à merveille. Il est pas trop collant, juste assez, mais pas sec du tout. Là. Honnêtement, il remplit la PAX super bien et ça se fait en temps de le dire, en un claquement de doigts. Si je pourrais donner une petite note côté humidité, disons qu'on met ça sur 10 pour garder ça fair, je donnerais un 9, 9,5 même. Vraiment très bien. Lorsqu'on le carbonise au joint, on a beaucoup plus de farnesène qui est ressenti et goûté, surtout à l'expire de la puff lorsqu'on la prend. Et je dirais qu'au vaporisateur, on va chercher, bien sûr, tout dépendant à quelle température on vaporise, mais personnellement, lorsque je vaporise à 420, on va vraiment chercher, je dirais, je vais m'assurer que je ne dis pas rien de haut. Oui, on va vraiment chercher le petit goût de cariophyllène, mais avec l'après-goût de bêta-myrcène qui reprend le dessus vers la fin de l'expire. C'est vraiment très particulier, la différence entre le joint avec la carbonisation et la vaporisation. On peut avoir le contrôle des terpènes sur lesquels on vaporise, mais personnellement, ma température préférée à 420, je trouve que je vais chercher un ensemble de tout par contre, qui fait vraiment ressortir le petit goût de myrcène, mais épicé un petit peu avec la cariophyllène qu'elle a. La rondeur, je dirais, il laisse vraiment Il remplit toute la bouche. Et vraiment, il va chercher chaque papille gustative qu'on a pour que ça soit justement l'osmine qu'il y a dedans, qui donne le petit goût sucré, que ça soit la farnesène avec le petit goût de boisé, mais musqué, quasiment humide. Autant dans le palais que sur le bout de la langue, on goûte chacune des terpènes, car il y en a quand même 4 points quelques qu'on a dit. Donc, il est vraiment, vraiment très, très bon en bouche. Et par contre, je dirais que c'est vraiment plus pour les gens qui aiment ça, justement, les goûts boisés, presque champignons, mais le bon champignon, le goût particulier, là, quasiment. Là. En fait, je trouve que lorsqu'on va aller vaporiser, la stabilité, on goûte vraiment jusqu'à la fin. C'est magnifique. Honnêtement, j'ai rarement un cannabis qui a goûté autant, sauf pour le Homestead, bien sûr, mais ça sera pour une autre série. Mais je dirais que lorsqu'il est carbonisé au joint, ça dure vraiment juste les quelques premières pas, malheureusement. Car c'est vraiment bon. J'aimerais ça que ça dure tout le joint aussi. Par contre, le goût à sec, avant d'allumer le joint, est très représentatif de ce qu'on goûte dans les premières puffs. Mais c'est juste que j'ai pas... Il faudrait que je vérifie encore le Certificate of Analysis, mais les terpènes, il y en a tellement qu'ils font juste tout fondre, puis ça fait, comme ils disent, un oil ring. Donc, c'est juste trop bourré de résine. Donc, là, ben, ça fait qu'on goûte plus le vrai goût en tant que tel du cannabis, malheureusement. Et la cendre? La cendre, je dirais, elle est très blanche. Par contre, j'ai déjà eu des cendres plus blanches que ça, mais elle est très, très propre.
comparé à beaucoup d'autres produits que j'ai eu la chance de goûter, bien sûr. Mais il y a place à amélioration, bien sûr, comme toute chose. J'irais sur 10, encore, ouais, sur 10. Je donnerais un 8, parce que je préfère, lorsqu'on goûte plus la myrcène complètement, durant toute l'expire de la puff, mais j'aime quand même ma cariophyllène. Ouais, 8. Pour ce produit, je dirais vraiment que c'est le boom, le bang. Ça donne envie de faire tout, partout dans la maison. Ça donne le goût en même temps d'aller faire l'épicerie, en même temps de faire à manger, en même temps de passer le balai. On a le goût d'être partout. Honnêtement, j'ai été productive à 120%, si c'est pas plus, pendant toute ma journée lorsque j'en ai consommé. Et c'est vraiment des effets qui sont à long terme et qui se tiennent. C'est quelque chose de stable et non que après 1 ou 2 heures, ben, on va plus avoir le goût de rien faire, puis ça va être couch lock. C'est une bonne génétique, je dirais, pour quelqu'un qui a beaucoup de choses à créer ou beaucoup de recherches à faire même, je dirais. Vraiment, vraiment, là, il est très stimulant, très créatif, tout court, là, je dirais, là, honnêtement. Là. Ça, l'effet, par contre, je dois lui allouer un gros 35 points. Parce que, quand même que je sois juste, il me reste quelques autres notes à donner. Mais honnêtement, sur 35, je dirais, si je me fie juste sur l'effet et que sur l'effet, je donne un 33. Définitivement. Ça, la note artistique, sur 10, car c'est quand même un cannabis biologique, 4% de terpènes et plus haut. Moi, juste avec ça, ça me prend par le cœur, honnêtement. Et ça me donne directement le goût d'y donner un 9,5, là, juste pour ça. Je dirais l'équilibre en tant que tel, le bouquet palais, j'aimerais ça qu'au joint, ça soit un petit peu plus là. Mais je suis quand même très satisfaite, honnêtement. Aussi, si je peux noter la capacité de vieillissement, ça, étant donné que, comme j'ai dit plus tôt, qu'on peut presque voir le CBN avec le jaunissement, quasiment, je pense qu'il y a vraiment une très, très belle capacité de vieillissement et j'aimerais vraiment ça l'essayer dans, je sais pas moi, 1-2 mois, mais la même batch, voir. Et c'est assuré que je suis plus autant sûre que ça va être stimulant, mais peut-être un bon hybride que ça pourrait devenir. Sur 10, il faudrait que j'y aille avec 9,5. Ouais, 9,5 définitivement. Le pesé, je l'ai fait et c'était à 3,512, si je ne m'abuse. Donc, c'était conforme, parfait, haut la main, comme tu dis, oui. L'étiquette ne semble avoir aucune erreur. Je vois pas quoi que ce soit qui pourrait être défaillant en tant que tel. Donc, honnêtement, conformité sur 5, un 5. Je suis vraiment, vraiment contente. Pour conclure, honnêtement, je le recommande fortement. Comme j'ai dit, si c'est quelqu'un qui a besoin de faire soit beaucoup de tâches, beaucoup de recherches, beaucoup de lecture même. Beaucoup de lecture, ça pourrait vraiment, vraiment être un cannabis A1. J'ai rarement eu un cannabis qui était autant mentalement stimulant que le Cherry Mint biologique de Green Organic Dutchman. Et bien franchement, le goût, à part que c'est quand même un goût qui est particulier, boisé et presque boisé humide, est quand même un critère qu'il faut prendre en compte. Mais si c'est pas quelque chose qui dérange ou si c'est quelque chose que vous aimez même, allez-y. Honnêtement, allez vous en prendre. Il est vraiment, vraiment bon. Il est frais, il est encore humide, il est pas sec à devenir de la poussière. Vraiment un excellent cannabis. En plus, biologique. MJ,
Devant tout le café ici, ils pourront en attester, je suis à genoux. Merci beaucoup. Tu as apprécié l'expérience? Top. Est-ce que tu as le goût de recommencer? Définitivement n'importe quand. Ben merci à toi, Luc. Et voilà, c'était le 100e épisode de Top Pot. Personnellement, je suis ravi de nos 2 nouvelles collaborations qui se sont exprimées aujourd'hui au micro de Top Pot. Alexandre Voyer de Weed Crawler a éclairé le marché pour nous et MJ, avec tous ses sens et connaissances, nous a un peu allumés. Merci à vous deux. J'en entends dans le fond du café, là, en direct, qui disent Luc, MJ a pas donné le pointage final. C'est vrai, vous avez raison. C'est aussi pour dédramatiser la chose. Si le produit vous intéresse, vous allez faire l'addition. Quand la grille d'analyse Top Pot sera définitive, c'est pas tout le monde qui aime l'idée de donner une note artistique à du pot, eh bien on verra. Donc, questions, commentaires, critiques, pour moi ou pour MJ, n'hésitez pas à nous écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.